lundi de la primaire avec ce matin François Fillon, l'homme qui répète qu'il veut rétablir l'autorité de l'État, mais qui pour l'instant reste à la traîne dans les sondages entre 10 et 11% selon celui qui est arrivé ce matin. L'ancien Premier ministre est avec nous jusqu'à 9h. Bonjour François Fillon. Bonjour. Un policier de 28 ans est toujours ce matin entre la vie et la mort après une attaque au cocktail Molotov samedi à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Une de ses collègues de 39 ans est-elle à l'hôpital. François Fillon, quelle réponse donner enfin à cette extrême violence? Comment on sécurise ces quartiers? Il faut une réponse exemplaire. Il faut juger les coupables de cet acte pour tentative de meurtre. Il faut qu'ils soient enfermés. Il faut que ceux qui seraient tentés de les imiter sachent que la sanction sera d'une extrême dureté. Et ensuite, il faut remettre des forces de police dans les quartiers, il faut construire des places de prison, il faut conduire une politique constante, dans la durée, sans embarder, sans coup de volant, pour lutter contre une dérive, au fond, d'une partie de la société française. Mais vous êtes le Premier ministre qui, avec Nicolas Sarkozy, a réduit le nombre de policiers et de gendarmes de 9256 entre 2007 et 2012. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer sur ce sujet. Il y a, et je le dis devant vous, parce que je crois qu'il y a des journalistes, je ne sais pas si c'est ceux d'Europe 1 qui contestent ces chiffres, mais je vais les redonner quand même. Il y a plus de policiers par habitant en France qu'en Allemagne et qu'en Angleterre. Simplement, ces policiers sont pas organisés comme il le faut. Ils n'ont pas les moyens nécessaires. Ils n'ont pas les matériels nécessaires. Ils sont pas forcément placés là où il faut les placer. Donc le débat sur les effectifs, je ne l'écarte pas d'un revers de la main, mais je 9000 de moins sur le terrain, oui, ça se voit. Bah oui, mais enfin ça fait quelques pourcents et ça ne change pas. C'est pas parce qu'il y a un peu de policiers de moins ou un peu de policiers de plus que la question des territoires perdus de la République, des territoires abandonnés va être changée. En revanche, une vraie politique de priorité à la modernisation de la police et de la gendarmerie, la construction, comme je le propose, de 17 000 places de prison en 5 ans, ça aurait de l'efficacité. C'est ce que veut faire aussi le gouvernement qui a annoncé un plan de construction de places de prison. Avec une différence, c'est qu'il est à la fin de son mandat. C'est ça qui est un peu gênant. Hier au Zénith, Nicolas Sarkozy a dénoncé les voyous, les caïds, les racailles qui se croient tout permis. Vous reprenez ces mots, François Fillon? Les mots ne sont pas utiles. Je veux dire, on connaît le discours de Nicolas Sarkozy sur ce sujet, mais l'efficacité de ce discours, on la connaît moins. Ce qu'il faut, c'est des politiques menées avec fermeté dans la durée. Voilà, si on décide de construire des places de prison, c'est pendant 10 ans on construit des places de prison. On change pas de politique tous les 2 ans et demi. Si on décide de donner aux policiers des nouveaux moyens pour lutter contre contre ces voyous, on le fait, et on le fait, j'ai envie de dire, quelles que soient les alternances. Ce dont la France a besoin, c'est de sérénité, c'est d'être géré avec fermeté, mais avec calme. L'autre sujet qui est au cœur des préoccupations des Français, c'est l'économie. Alors vous souhaitez, vous, simplifier à l'extrême le droit du travail, faciliter les licenciements, mettre en place un contrat de travail unique dans lequel les modalités de rupture seraient prédéfinies. Vous voulez supprimer les emplois aidés, développer le travail indépendant et bien sûr en finir avec ce que vous appelez l'utopie des 35 heures. Certains disent, Fillon c'est Thatcher. Vous le prenez comme un compliment ou comme une critique, François Fillon? Je le prends comme un compliment dans la mesure où c'est une femme qui a redressé son pays, ce qui n'est pas le cas de la part de ceux qui m'adressent cette critique. Bon, quand vous dites que je veux simplifier le droit du travail à l'extrême, vous pouvez retirer l'extrême parce que ça restera un droit du travail extrêmement sophistiqué. Et qui continuera à défendre les salariés? Mais évidemment, bien sûr. Il est hors de question de revenir sur les principes fondamentaux du droit du travail. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que l'économie française fonctionne pas? C'est tout cet amas de bureaucratie et de réglementation qui ont souvent rien à voir avec l'essentiel, mais qui bloquent les initiatives et qui bloquent le travail. Sans parler des 35 heures pour lesquelles je propose simplement de renvoyer à la négociation dans les entreprises de la manière la plus libre qui soit la fixation du temps de travail. Il y aura plus de durée légale du travail. Et la durée légale du travail aujourd'hui ne sert plus qu'à une seule chose, elle sert à déclencher les heures supplémentaires. Elle sert pas à protéger les salariés contre des horaires excessifs. On n'en est plus là, absolument plus là aujourd'hui. Donc en supprimant la durée légale et en renvoyant à la négociation dans les entreprises, on change de monde. On rentre dans un monde où on fait confiance. On rentre dans un monde où il y a un vrai sujet de dialogue social dans les entreprises et où on peut adapter le temps de travail à la réalité des uns et des autres. Sauf que pour parler, il faut avoir des syndicats face à soi. Vous risquez de les crisper un peu parce que là où Margaret Thatcher serait fière de vous, c'est dans votre rapport aux fonctionnaires. Vous souhaitez qu'ils travaillent plus, en passant de 35 à 39 heures. Vous en supprimez 500 000 sur 5 ans, sans toucher toutefois au domaine de la sécurité et de la justice. Et du coup, on se demande, François Fillon, si dans votre esprit, les profs, les personnels hospitaliers, les infirmières ne sont que des feignants qui coûtent cher et qui servent pas à grand chose. Non, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que la France peut continuer à emprunter tous les jours sur les marchés internationaux pour payer les salaires des fonctionnaires? Voilà.
Quand on pose cette question, si on se la posait tous régulièrement, peut-être que même ceux qui aujourd'hui sont hostiles à la diminution des effectifs publics finiraient par se rendre compte que ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer. C'est-à-dire que la France n'a plus les moyens de ses services publics aujourd'hui ? On a beaucoup plus de fonctionnaires aujourd'hui qu'on en avait il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc le nombre ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, on consacre 57% de toute la richesse nationale à la dépense publique. 57% de tout ce que les Français produisent repasse en dépenses publiques. C'est devenu insupportable. Il y a les chiffres, mais il y a la réalité. Vous avez entendu ces profs, ces parents d'élèves qui recrutent des profs sur le Bon Coin tout à l'heure dans le journal de 7h30. Ils ne trouvent pas de profs de maths, pas de profs de chimie. Comment on veut... Quand il y avait moins de fonctionnaires, est-ce que le pays était moins bien administré ? Absolument pas. Il était d'ailleurs moins en crise qu'aujourd'hui. Donc la première chose que je dis, c'est qu'il faut repasser à 39 heures. Pourquoi ? Parce que ça représente l'équivalent de 500 000 emplois. Voilà. Donc on a fait, en passant à 35 heures, on a en gros créé l'équivalent de 500 000 emplois, alors qu'on n'avait pas les moyens de se les payer. La deuxième raison pour laquelle je veux que les fonctionnaires repassent à 39 heures, c'est que ça deviendra la référence pour les négociations dans le secteur privé. Mes concurrents à la primaire n'osent pas aller jusque-là. Du coup, la négociation dans les entreprises qui proposent n'aboutira pas, parce que la référence restera la référence du temps de travail des fonctionnaires, qui souvent d'ailleurs inférieur à 35 heures, souvent inférieur à 35 heures. Et la dernière chose, c'est que les fonctionnaires aujourd'hui n'ont aucune perspective de carrière, aucune perspective d'augmentation de salaire, ce qui est ingérable. Donc moi, je propose qu'on leur redonne des perspectives de carrière, mais pour ça, il faut accepter de travailler un peu plus. Vous souhaitez également augmenter de 2 points la TVA pour les taux de 10 et de 20%. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'injustice là ? Parce que tout le monde la paye, la TVA. Est-ce que ce ne sont pas les plus modestes qui auront le plus de mal à supporter cette hausse au quotidien ? Je souhaite baisser les charges de 50 milliards, donc 10 milliards sur les salariés, donc sur leur pouvoir d'achat. Et je souhaite en échange augmenter de 15 milliards la TVA. Pourquoi ? Parce qu'il est normal que ce soit la consommation qui paie la protection sociale. On risque pas de la casser, la consommation ? Avec 2% d'augmentation de la TVA, il n'y a aucun risque. On est dans une inflation qui est extrêmement basse. Ces 2% de TVA seront absorbés et par la distribution et par la compétitivité des entreprises, comme ça a été le cas en Allemagne. Je veux dire, c'est pas des solutions qui sont des solutions hasardeuses. C'est pas des solutions qui n'ont jamais été testées. C'est ce que les Allemands ont fait. Ils ont augmenté un peu la TVA. Ils ont baissé les charges sociales, moyennant quoi ils sont plus compétitifs que nous. Notre industrie part en lambeaux. Le gouvernement est obligé d'acheter des trains quand il n'en a pas besoin. À Lyon, je me suis fait interpeller par des salariés d'une entreprise qui fabrique des luminaires. Ils m'ont demandé si le gouvernement allait acheter des luminaires pour sauver leur entreprise. Alors qu'il faudrait augmenter la compétitivité de ces entreprises. Et pour ça, la seule solution, c'est de baisser les charges. François Fillon, 3 questions très concrètes à présent avec, s'il vous plaît, des réponses courtes et directes. François Fillon, président, baisse-t-il l'impôt sur le revenu pour les ménages ? Non, pas aujourd'hui, parce que la priorité, c'est le redémarrage de l'économie. François Fillon, président, met-il en place la dégressivité des allocations chômage ? Oui, je le propose dans mon projet, une dégressivité et un plafonnement à 75% du revenu de remplacement. Donc c'est plafonné de quelle manière ? C'est 20% de moins la première année ? Non, je propose de le faire à partir de la première année, une baisse de 15% et un plafonnement au total à 75%. D'accord. François Fillon fait passer l'âge légal de la retraite à 65 ans, ça c'est écrit dans votre programme, mais supprime-t-il les régimes spéciaux de retraite ? Je propose, moi, de soumettre au référendum en septembre la modification de la Constitution pour introduire dans la Constitution le principe d'égalité des régimes sociaux. Donc c'est une façon de dire que vous voulez supprimer les régimes spéciaux. Mais je veux le faire en plaçant le principe d'égalité dans la Constitution, et ensuite, eh bien, à chaque fois que le Parlement légiférera, il devra aller vers la convergence des régimes sociaux. Alors on s'arrête une seconde là-dessus, s'il vous plaît. Pourquoi vous le feriez maintenant alors que vous ne l'avez pas fait ? Vous avez échoué à réformer les régimes spéciaux entre 2007 et 2012. D'abord, on l'a fait. Il y a eu une réforme. Il y a eu une réforme des régimes spéciaux. Une réforme dont le coût est quasiment aussi important que les économies réalisées. Il y a eu des compensations. C'est un sénateur UMP qui l'a dit. Oui, mais il y a eu des compensations qui ont été mises en place pour arriver au résultat final. Et le résultat final, c'est quand même que les régimes spéciaux travaillent plus longtemps qu'ils ne travaillaient à l'origine. Mais il y a toujours des régimes spéciaux aujourd'hui. Mais il y a toujours des régimes spéciaux aujourd'hui. Je vous rappelle que, j'étais pas président de la République. 2, il y avait un contrat de gouvernement qui avait été approuvé par les Français en 2007. On a mis en œuvre ce contrat de gouvernement. Pour aller plus loin, il faut la légitimité populaire. C'est pour ça que le programme... C'est Nicolas Sarkozy à l'époque qui vous a empêché d'aller plus loin ? Non, mais moi aussi, je suis solidaire de ce qu'on a mis en place. On s'est présenté, enfin Nicolas Sarkozy s'est présenté aux élections. Vous l'appelez encore Nicolas, c'est bon signe sur vos relations. Non, il s'est présenté aux élections de 2007 avec un programme. Ce programme n'était pas, de mon point de vue, suffisamment ambitieux, mais c'est le programme que les Français ont choisi.
Vous pouvez pas vous faire élire sur un programme et faire le contraire le lendemain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui François Hollande est dans une très grande difficulté. Donc, moi, je propose d'inscrire clairement dans le programme des choses comme la suppression des 35 heures, comme la baisse des charges sociales ou la retraite à 65 ans. Comme ça, il y aura un mandat vous êtes comme populaire Alain pour le Juppé, faire. vous voulez tout dire très clairement avant, ce qui sera fait après. J'ai une question, parce que c'est une question qui revient fréquemment à l'école et ailleurs, c'est celle de la laïcité. François Fillon, quelle est simplement votre définition à vous de la laïcité ? C'est la liberté religieuse qui suppose que les religions ne cherchent pas à imposer leurs règles à la société. Voilà. Et donc on est arrivé à un compromis qui est un compromis qui, de mon point de vue, est satisfaisant, qui doit être maintenu. C'est la raison pour laquelle... Pas de nouvelle loi sur le voile à l'université, sur les signes religieux. Je m'oppose à ce qu'on restreigne la liberté religieuse, donc de toutes les religions, pour régler un problème, un seul, qui est la montée de l'intégrisme au sein de la communauté musulmane. Donc il faut combattre l'intégrisme au sein de la communauté musulmane et en aucun cas s'attaquer à toutes les autres religions au motif qu'il y a cette question de l'intégrisme chez les musulmans. On va pas interdire demain les croix, les kippas, les t-shirts sur les plages avec l'effigie du pape et des journées mondiales de la jeunesse au motif qu'il y a un problème d'intégrisme. Donc on peut se baigner avec un t-shirt du pape à l'effigie de la journée mondiale de la jeunesse mais pas avec un burkini. Mais même la question du burkini, enfin ce sont des symboles qui viennent heurter nos concitoyens à juste titre, mais qui en réalité ne sont que le résultat de la montée de cet intégrisme. Donc est-ce qu'on combat cet intégrisme ou pas ? La question de savoir si on en combat les effets, c'est j'allais dire une question secondaire. Est-ce qu'on combat ceux qui en Arabie Saoudite sont à l'origine de ces pratiques ? Est-ce que on expulse les gens qui sur notre territoire aujourd'hui prônent une conception de la religion qui est totalement contraire à notre conception de la laïcité? Est-ce qu'on interdit les financements religieux? Est-ce qu'on organise le culte musulman comme on a organisé dans le passé, par exemple, le culte juif? Voilà, ça c'est des questions fondamentales et pas le burkini. S'il est élu, Nicolas Sarkozy souhaite organiser un référendum sur la rétention administrative des fichiers S les plus dangereux. Vous feriez campagne pour le oui ou pour le non à ce référendum? Ça n'arrivera pas, c'est de l'enfumage ça. Ce référendum, d'abord il est techniquement quasiment impossible. Voilà, faire un référendum avant les élections législatives, c'est s'opposer à une motion de censure de l'ancienne majorité pour un sujet en plus qui honnêtement pourrait attendre que les élections législatives aient eu lieu. Sur le fond, moi je propose une solution beaucoup plus radicale qui consiste à juger et à mettre en prison les personnes qui sont, pour une part, les fichiers S d'aujourd'hui, au motif qu'elles entretiennent des relations avec notre ennemi. Il y a une disposition dans le code pénal qui est tombée en désuétude qui s'appelle l'intelligence avec l'ennemi. Si on remet cette politique pénale en vigueur, ça suffit à régler une partie des problèmes. On peut arrêter ces personnes, les juger, et on peut les condamner jusqu'à 30 ans de prison. Mais il y a une grande différence entre ma proposition et celle de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on reste dans l'état de droit. Moi, le rétablissement de la lettre de cachet, je m'y opposerai de toutes mes forces. Encore deux questions pour finir. Le parquet ouvre une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme contre Éric Zemmour. Qu'est-ce qui vous choque ? Ce qu'il dit ou que la justice s'inquiète de ce qu'il dit ? Enfin, honnêtement, je trouve que je suis pas du tout d'accord avec Éric Zemmour sur beaucoup de choses, mais je trouve que ces procès sont franchement inutiles. Éric Zemmour menace pas la République, voilà. Donc je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'intenter un procès à Éric Zemmour. Il faut débattre avec lui, c'est suffisant. Vous avez parlé d'enfumage à propos de la proposition de Nicolas Sarkozy. Vous avez eu des mots, et vous avez des mots très durs contre lui depuis le début de cette campagne. Qui imagine le général de Gaulle mis en examen? S'il remporte la primaire, est-ce que vous ferez sa campagne ou est-ce que vous vous mettrez en retrait, François Fillon? C'est moi qui vais remporter la primaire, donc la question ne se pose pas dans ces termes, monsieur Soto. Et si c'était à refaire, est-ce que vous accepteriez, vous, d'être le Premier ministre de Nicolas Sarkozy? La question ne se pose pas non plus, car je n'accepterai plus d'être le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Si vous regrettez de l'avoir été pendant 5 ans et d'avoir visiblement mis certaines de vos convictions sous le tapis? On était dans une autre configuration. J'ai pensé qu'on pouvait redresser le pays. On n'y est pas parvenu. Voilà, moi j'en ai tiré les conséquences. C'est un constat d'échec? En tout cas, moi, je suis le premier à avoir fait la critique de notre propre action, et je m'inclus dedans. C'est pas une critique de Nicolas Sarkozy, c'est une critique globale de la majorité, d'ailleurs, de l'ensemble de la majorité de l'époque. Et je trouve que beaucoup de responsables politiques n'ont pas fait ce travail de retour sur le passé, et donc du coup, ils sont moins crédibles pour proposer des solutions nouvelles aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on entend clairement, c'est que vous ne serez pas en 2017 le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, si parfois il vous le demandait. Voilà, à suivre, c'est l'interview politique avec Jean-Pierre Elkabbach. Et puis
puis, vous aurez la parole au 39-21 pour interroger en direct François Fillon. François Fillon qui sera ensuite dans la social room d'Europe 1. Ça se passera sur Facebook. À tout de suite, François Fillon. Et à suivre, c'est la météo. Les lundis de la primaire sur Europe 1. À suivre, la suite des lundis de la primaire avec François Fillon. C'est Jean-Pierre Elkabbach qui va interroger l'ancien Premier ministre et candidat à la primaire, Jean-Pierre. Eh oui, Thomas, je t'ai écouté. Tu ne sais pas accueillir un invité. Hein, Thomas, t'as démarré par François Fillon, toujours à la traîne dans les sondages, vous êtes 4e. Non, c'est pas comme ça qu'on accueille un invité. Moi, j'ai une étude très sérieuse qui démontre que François Fillon va gagner la primaire. C'est sûr. Vous êtes sûr, Jean-Pierre? Certain, c'est logique, Thomas. Sarkozy, il court en basket. Juppé, il court en charentaise. Et François Fillon, il court sur une Porsche 911 Turbo S. Même en partant 4e, il va gratter tout le monde à la dernière ligne droite. Hein? Tu vois, il a le sourire. C'est comme ça qu'on accueille les invités. Merci beaucoup, Jean-Pierre et Nicolas Canteloup, qu'on retrouvera en direct tout à l'heure face à François Fillon pour la revue de presse. Mais dans un instant, c'est donc Jean-Pierre Elkabbach qui interroge l'ancien Premier ministre. Europe 1, les lundis de la primaire. Europe 1, il est 8h15. Les lundis de la primaire suite, avant de vous répondre en direct au 39-21, François Fillon face à Jean-Pierre Elkabbach. Face, à mon tour de vous interroger. Bonjour François Fillon. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Alep est à nouveau bombardé ce matin par les Syriens et les Russes. À l'ONU, Moscou a opposé son veto à une résolution de la France pour l'arrêt des frappes aériennes. Le 19, une visite de Poutine à Paris est prévue. François Hollande doit-il accueillir votre ami Vladimir Poutine? Bon, d'abord, c'est un crime, ce qui se passe à Alep, c'est désastreux. Ça doit être condamné par la communauté internationale avec la plus grande vigueur. Simplement, c'est le résultat aussi de notre impuissance depuis 4 ans, de notre incapacité à comprendre les ressorts de la crise syrienne et à mettre en place les moyens. Vous voulez dire le silence de l'Europe, l'incapacité de l'Europe, la faiblesse et l'absence de l'Amérique jusqu'en janvier 2007. Le refus de dialoguer avec la Russie à cette époque-là, où c'était encore possible, le refus de dialoguer avec le régime. Et par ailleurs, je rappelle que les crimes dans cette région sont commis en grande série, au Yémen aujourd'hui. L'élimination des chrétiens d'Orient a fait moins de bruit dans le système médiatique, etc. Donc voilà, on est en face François Hollande doit-il accueillir Poutine? Et bien sûr qu'il doit accueillir le président russe. Qu'est-ce qu'on va faire? La guerre avec la Russie? Ce matin, le président Poutine envisage toujours de venir à Paris, c'est le Kremlin qui le dit, pour inaugurer l'église orthodoxe russe et la fondation LVMH et une grande exposition de peinture, en dépit des hésitations de l'Élysée. Vous pensez que c'est au pire d'une crise qu'une rencontre et un dialogue deviennent indispensables? Mais ce dialogue, il est indispensable depuis 4 ans et François Hollande lui-même, quand il est venu devant le Congrès après les attentats, après l'attentat contre Charlie, avait annoncé qu'il allait proposer une grande coalition avec la Russie. Tout ça s'est ensuite effiloché. Et voilà. Et vous dites, François Fillon, vous dites que ce sont des crimes de guerre, des crimes, j'ajoute, oui, de mais guerre. Il y en a, bien sûr, comme ceux que commet l'Arabie Saoudite au Yémen et comme ceux qui ont été commis contre les chrétiens d'Orient. Donc, bien sûr. comme il y en a tellement, je veux dire, ça banalise, quoi. C'est la guerre, voilà. Et la guerre, vous dénoncez les crimes de guerre de Bachar el-Assad. Est-ce que vous adressez désormais à Vladimir Poutine la même accusation? En tout cas, je lui dis qu'il... Oui ou non? Oui, enfin, il ne peut pas laisser faire ça. Voilà, il peut pas laisser faire ça. C'est inacceptable. Et est-ce que vous enverriez, vous, la Russie devant la Cour pénale internationale, comme le demande Hillary Clinton, et peut-être même le laisse entendre le président de la République française? J'avais proposé, je crois que c'est même sur votre antenne, il y a 2 ans qu'on envoie sur la Cour pénale, à la Cour pénale internationale les coupables des crimes contre les chrétiens d'Orient. Personne n'a rien fait, donc je doute que ce soit le cas pour la Russie. Donc il faut accepter qu'il vienne à Paris et qu'il y ait ces rencontres. En tout cas, le gouvernement français doit négocier avec lui la question. S'il vient à Paris, il doit être reçu, sinon il ne faut pas qu'il vienne. Les Russes reprochent à M. Obama et Kerry, d'ailleurs, de favoriser Al-Nosra, les djihadistes. Mais c'est ça le problème qui veulent imposer un pouvoir islamiste à Damas et même la charia. C'est ça le problème. C'est ça le problème de départ, c'est que on croit qu'on soutient des islamistes modérés, alors qu'en réalité, il n'y a que 2 camps qui sont en mesure de dominer la Syrie. C'est le camp du régime de Bachar el-Assad avec tous les
crimes qu'ils ont commis, et c'est le camp des intégristes de l'État islamique et de leurs affidés. Voilà, il y en a pas, il y a rien au milieu. Et c'est pour ça que en Occident aujourd'hui, on a tellement de mal à comprendre ce qui se passe en Syrie, c'est qu'on a inventé l'idée qu'il pouvait y avoir un camp modéré qui allait instaurer la démocratie en Syrie. Donc ça n'existe pas aujourd'hui. Vladimir, tu peux venir à Paris. D'abord, je lui parle pas comme ça, je le tutoie pas. Non, mais vous lui dites mon ami. C'est le chef de l'État russe. Mon ami, il s'appellerait Vladimir. Boris ou Ivan, que je le traiterai de la même manière, monsieur El-Kabach. François Fillon, pour Nicolas Sarkozy, tous ceux qui veulent, comme Alain Juppé et vous apparemment, ouvrir la primaire de droite et du centre aux électeurs de gauche et au-dessus des hollandistes, trahissent. Ce matin, est-ce que vous vous sentez dans la peau d'un traître, vous ? Ce débat est absurde, Jean-Pierre El-Kabach. Les gens qui voudront venir, les Français qui voudront venir voter à la primaire, ils viendront voter à la primaire. Et on sait par expérience que s'il y a quelques personnes de gauche qui vont voter, ça sera marginal. Il y a eu des gens de droite qui sont allés voter à la primaire de la gauche. J'ai même le souvenir d'un député UMP de la Creuse qui revendique toujours d'avoir été voté à la primaire de la gauche pour choisir le candidat. C'est totalement marginal. Vous en appelez autant à ces électeurs-là. Mais non, j'en appelle aux Français. Qu'aux électeurs d'extrême droite et du Front National. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a des Français. Si des Français ont envie de participer à la primaire de la droite et du centre et qu'ils acceptent de signer un engagement comme quoi ils partagent les valeurs de la droite et du centre, il y a pas. On n'est pas électeur de gauche ou électeur de droite. Est-ce que ça ne dénature pas les règles de la primaire vous voyez de vous-même, droite et du centre? Vous tombez dans le piège. Pas du tout, pas du tout. On peut vous poser des questions sans tomber dans des pièges. Non, mais il y a des militants de gauche qui sont ancrés dans leurs convictions, il y a des militants de droite qui sont ancrés dans leurs convictions, puis après il y a des Français. Et ces Français, il peut leur arriver à une élection de voter pour Nicolas Sarkozy et à l'élection suivante de voter pour François Hollande. On peut pas dire c'est des électeurs de gauche ou des électeurs de droite, c'est des Français. Vous n'aurez pas de doute sur l'honnêteté des... Et vous vous rappelez cette phrase du général de Gaulle qui disait vouloir gouverner la France avec une fraction, c'est une faute. Vous vous servez tous du général de Gaulle. J'essaye surtout d'en être, d'être cohérent avec pour la primaire de gauche, avec son enseignement politique. Pour la prochaine primaire de gauche, François Fillon, qui est ouverte elle aussi, est-ce que vous demandez aux Français électeurs de droite et du centre de voter pour éliminer le candidat qui vous gênera le plus? Je demande aux Français de venir massivement choisir le candidat et le projet qui me paraît être le plus à même de redresser notre pays. Et il se trouve que ce candidat, c'est moi, et que ce projet, c'est le mien. Donc vous imaginez un duel final Fillon-Juppé? J'envisage d'être au second tour de la primaire. Après, c'est les électeurs qui choisiront. Si vous êtes au second tour, vous pensez que vous pouvez gagner. Donc, si vous êtes au second tour, c'est Juppé-Fillon. Mais Sarkozy... Mais pourquoi est-ce que vous faites des calculs comme ça? Moi, je viens à Europe 1 pour présenter mon projet, pour défendre mes idées, pour montrer aux Français en quoi mon projet est le seul qui peut permettre de redresser le pays, parce que celui d'Alain Juppé est beaucoup trop modeste dans ses ambitions et celui de Nicolas Sarkozy est totalement irréalisable. Voilà, c'est ça que je viens proposer. C'est pas, je viens pas faire je viens pas jouer au PMU en choisissant les chevaux gagnants et le tiercé gagnant. Je ne sais pas jouer au PMU. Pourquoi je vais vous apprendre. Ah ben, vous voyez que vous savez mieux que moi. Pourquoi, François Fillon, vous démenez tant pour les programmes et votre projet, alors que vous savez qu'en fin de compte, ça va se jouer sur la personnalité et le caractère. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui définirait le mieux François Fillon? Justement, la ténacité, cette volonté de mettre en œuvre un vrai projet, un projet cohérent de redressement. Moi, je donne pas des coups de volant dans tous les sens. Je viens pas faire naître des débats inutiles uniquement pour attirer l'attention sur ma personne. Parce que ceux qui font ça, ils sont ensuite incapables de gouverner le pays et d'assurer son redressement. Dans votre livre qui vient de sortir, Albin Michel, Vaincre le totalitarisme islamique, vous citez le philosophe Bertrand Russell, qui disait « L'ennui en ce monde, c'est que les imbéciles sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes ». Est-ce que vous faites partie des gens sûrs d'eux ou des gens qui doutent? Mais si on ne doute pas, comment pouvoir imaginer diriger un pays comme le nôtre? Bien sûr qu'il faut douter en permanence, il faut adapter les propositions qu'on fait à la réalité, et tout en restant fidèle à ses convictions. Oui, l'heure des opportunistes et des courtisans, quand on entend le bruit de la rue et de la politique, a sonné.
il se comporte comme si Alain Juppé avait déjà gagné. Vous ne le croyez pas, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne vous reste plus qu'à vous rallier ou à le rejoindre d'ores et déjà? On a tous une expérience de la vie politique, et vous, le premier, Jean-Pierre Elkabbach, vous savez très bien que ces duels annoncés, ces favoris, sont presque toujours démentis par la réalité des urnes. Et ce que je sens, moi, sur le terrain aujourd'hui, c'est justement que les Français ne veulent pas qu'on leur impose ni le duel Sarkozy-Hollande pour l'élection présidentielle, ni le duel qui est imposé aujourd'hui pour la primaire. Il y a 12 000 fichiers S en France pour radicalisme islamique. C'est Jean-Jacques Urvoas qui le disait hier. Aucune partie du corps social, a-t-il dit, n'est épargnée par pas plus l'administration pénitentiaire que l'armée. Que l'armée. Des fichiers S dans l'armée. C'est la raison pour laquelle je propose qu'on les traduise en justice quand on peut établir la preuve qu'ils ont des relations directes ou indirectes avec ceux qui commanditent les attentats. Hein, mais je veux vraiment insister sur cette question parce que c'est quand même terrible d'avoir dans le droit français des dispositions qui nous permettraient de mettre en prison des gens qui sont dangereux et de pas les utiliser et d'inventer des solutions qui sont tout à fait impossibles à mettre en œuvre simplement pour faire du buzz dans les médias. Voilà. Il y a dans le code pénal français une disposition qui permet de juger. Vous l'avez dit, vous l'écrivez dans le livre. Mais il ne faut pas seulement que vous entendiez ce que je dis, il faut que tout le monde cherche à comprendre pourquoi est-ce que le gouvernement français ne met pas en œuvre cette stratégie. La France est scandalisée par l'agression contre les policiers à Viry-Châtillon, vous en avez parlé avec Thomas. Les trafics en tout genre de ces assassins, est-ce qu'ils ont un lien avec l'islamisation des banlieues? Est-ce que pour vous le banditisme et les trafics et le terrorisme sont liés en France et dans les banlieues? Bien sûr, il y a des liens entre les deux. L'un se nourrit de l'autre et ceci est lié au recul de l'État dans ces territoires. C'est ce que dans un chapitre du livre que vous avez aimablement cité, j'appelle les territoires perdus de la République, en reprenant le titre d'un rapport qui a été publié il y a quelques années et qui est terrifiant sur ce sujet, mais dont on n'a pas tiré suffisamment les enseignements. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, vient de dire les migrants mineurs isolés à Calais. Et il y en a beaucoup des mineurs. La Grande-Bretagne doit assumer son devoir moral, c'est-à-dire accepter, les recevoir et peut-être favoriser le regroupement quand ils ont des familles de l'autre côté. Est-ce que vous êtes d'accord au moins avec ça? C'est incontestable qu'il faut faire une pression beaucoup plus forte sur la Grande-Bretagne pour qu'elle accepte une partie des migrants qui sont à Calais aujourd'hui. On ne peut pas supporter seul le poids de cette immigration qui est une immigration destinée à la Grande-Bretagne. Alors, François Fillon, Trump, Clinton... Est-ce que dans 3 jours, c'est le modèle du premier débat de la primaire? Le grand déballage. Dieu nous en préserve. La rancœur, la haine, le dépit, la déloyauté, le règlement de compte. Dieu nous en préserve. C'est comme ça que ça va se dérouler? Dieu nous en préserve. Je suis convaincu que ce débat sera beaucoup plus digne, qui portera sur le fond et qui permettra de mettre en évidence qu'il y a un seul programme qui permet de redresser le pays. C'est le mien parce que c'est celui qui est le plus cohérent, le plus sérieux et le plus radical. Si Nicolas Sarkozy perd la primaire en raison du vote d'électeurs socialistes ou de Français qui sont de gauche, etc., est-ce que vous le croyez capable de se présenter à la primaire, non pas à la primaire, mais à la présidentielle cette fois? Bien sûr que non. La primaire a été acceptée par Nicolas Sarkozy, comme par Alain Juppé, comme par moi-même. Donc il faut arrêter ces soupçons. Mais bien sûr, ou sinon il ne faut pas organiser de primaire. Si on ne peut pas à la fois entrer dans une primaire, en accepter les règles, et puis ensuite prétendre vouloir se présenter en dehors. Si Nicolas Sarkozy l'emporte, je sais que ce n'est pas votre hypothèse, mais il faut voir tous les scénarios. Devient-il alors votre candidat et vous le soutenez? J'ai toujours dit que je soutiendrai le candidat qui sortira de la primaire, mais je suis convaincu que ce sera moi. Tout à l'heure, vous avez dit Dieu merci ou Dieu nous en préserve. Oui. Eh bien, justement, ça va faire plaisir à vos amis cathos du sens commun. Oui. Vous avez passé accord avec eux. Ma dernière remarque de votre part, c'est quelle contrepartie? Est-ce que vous n'en êtes pas prisonnier d'ores et déjà? Aucune contrepartie. Ce sont eux qui ont décidé de me soutenir parce qu'ils ont estimé que le programme que je proposais était le plus... Sans contrepartie? Aucune contrepartie. Donc vous êtes libre? Totalement libre, bien sûr. D'ailleurs, je n'ai pas changé de discours depuis 4 ans sur ces questions de société. J'ai toujours dit la même chose, contrairement à d'autres candidats. On vous livre aux éditeurs d'Europe 1 avec Thomas. Merci beaucoup Jean-Pierre. Quête de sens, c'est la branche politique, on va dire, de la Manif pour tous. Hein. Non, c'est un mouvement en soi qui s'appelle Sens commun. Cato Réac, pourquoi est-ce que vous... D'abord, c'est catholique.
Et ensuite, réac, ça veut dire quoi? Réactionnaire. Allez, la parole aux Je crois auditeurs. revenu dans les années 60. C'est où le pour que vous les discours. C'est pour vous entendre les défendre. Allez. Oui, parce que Bonne ce sont journée. des gens qui défendent des valeurs auxquelles je crois. Merci beaucoup Jean-Pierre. À suivre donc la parole aux auditeurs. Vous nous appelez au 39 21. Il y a déjà beaucoup de questions pour vous François Fillon. Et puis vous pouvez également vous exprimer via Twitter avec le hashtag E1Fillon. Et puis à partir de 9h, vous répondrez dans notre social room sur la page Facebook d'Europe 1. À tout de suite. François Fillon est avec nous en direct sur Europe 1 depuis 7h30 ce matin. Monsieur Fillon, la parole à nos auditeurs à présent. Et on commence avec Emmanuel. Il est conseiller en gestion de patrimoine. Il a 40 ans. Il nous appelle d'Izernay en Maine-et-Loire. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Monsieur Soto, bonjour Monsieur Fillon. Ravi de pouvoir vous poser une question. Monsieur Fillon, vous êtes depuis des années le chantre de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Étant faillite dès 2007, c'est vous, on va pas refaire l'histoire. La France peut supporter la vérité en 2006, c'est vous. Vous souhaitez même inscrire l'équilibre des finances publiques dans la Constitution. Vous savez mieux que quiconque, notre endettement est trop élevé aujourd'hui, 100% du PIB quasiment. La dette menace notre indépendance, vous le savez mieux que quiconque, là encore. Comment alors pouvez-vous admettre l'idée de laisser filer encore une fois le déficit au-delà des 3%? Quand je vous ai entendu là-dessus il y a peu, chez Jean-Pierre Elkabbach, je crois un dimanche, j'ai été un peu surpris. Monsieur Sarkozy l'a fait en 2007 avec la loi TEPA notamment. Après, on sait très bien qu'il est difficile de rentrer dans les clous. C'est à mon avis dangereux et Bruxelles et l'Europe en général pourra-t-il accepter à nouveau une telle dérive? Et j'aurais aimé que vous vous démarquiez de tous vos compétiteurs. Eh ben, on va le laisser répondre si vous voulez bien Emmanuel. François Fillon. C'est une bonne occasion pour moi de remettre les pendules à l'heure. J'ai jamais dit que je voulais laisser filer les déficits. Je dis que le budget de 2017 ne sera pas le mien. L'élection présidentielle, c'est au mois de mai. Le Parlement s'installe au début du mois de juillet. Le budget, c'est le budget de François Hollande. Et je dis que le budget de François Hollande atteindra 4,5% de déficit en 2017. C'est ce que dit grosso modo la Cour des comptes. C'est le résultat des dépenses non financées que le gouvernement est en train d'engager. Et donc, il faudra bien faire avec ce budget-là, qui ne sera pas le mien. Moi, je propose 100 milliards d'économies sur les 5 ans du quinquennat pour arriver à la fin du quinquennat progressivement à l'équilibre des comptes publics que nous n'avons pas connu depuis pratiquement 40 ans. Ça, c'est une promesse de tous les candidats. À la fin du mandat, on promet que c'est à zéro. Non, mais non, parce qu'il faut bien commencer par... on va pas supprimer 100 milliards de dépenses publiques en une seule fois. Donc, il faut le faire sur la durée. Il y a des mesures qui prennent du temps. Je pense à ce que j'appelle la reprise de la révision générale des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on prend chaque politique et puis on l'évalue. Et le cas échéant, on la supprime si elle est trop coûteuse. La diminution des emplois publics, elle se fait notamment par non-remplacement des départs à la retraite, donc ça prend un peu de temps. Et puis il y a des choses plus rapides, comme le passage à 65 ans qui représente 20 milliards d'économies, ou encore la dégressivité de l'assurance chômage qui en représente 15. Question suivante, c'est André, chef d'entreprise de 55 ans, qui nous appelle du Nord. Bonjour André. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour André. Allez-y. Je souhaitais vous demander comment je peux faire confiance à une personne qui s'est effacée pendant 5 ans et qui demain, futur potentiel président de la République, va se retrouver face à des gens comme Monsieur Poutine, justement, qui est autre qu'un enfant de cœur. D'abord, je me suis pas effacé pendant 5 ans. J'ai fait mon travail de Premier ministre, avec d'ailleurs la plus forte popularité de tous les premiers ministres quasiment de la période récente. Deuxièmement, pendant ces 5 ans, j'ai mis en œuvre un projet qui avait fait l'objet du vote des Français en 2007. Et je l'ai fait avec loyauté et dans le cadre d'un engagement que j'avais avec le président de la République et les Français. Et aujourd'hui, je propose un projet qui est le mien, qui est plus radical, qui est en parfait accord avec les convictions qui sont les miennes. Et enfin, je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que tous les autres candidats de droite à cette primaire sont des candidats qui ont gouverné le pays, notamment dans le dernier quinquennat, y compris le président du groupe parlementaire de l'époque qui a voté la totalité des réformes qui ont été proposées. Donc c'est au sein de ce groupe-là qu'il faudra que vous choisissiez votre candidat à la primaire. Ils auront tous des inconvénients. Une question de Serge sur Europe1.fr. Êtes-vous, François Fillon, pour ou contre le rétablissement du service militaire? C'est un sujet qui revient régulièrement dans la campagne. Je suis d'abord pour qu'on rétablisse l'apprentissage de la discipline et de l'autorité à l'école primaire, parce que franchement, attendre 18 ans pour apprendre à des jeunes les principes de base de la vie en société, ça me paraît être un sacré gâchis. La deuxième chose que je veux dire, c'est que... mais on revient sur un point qu'on a abordé tout à l'heure à 7h45, mais vous voulez plus d'autorité, plus de présence de l'école primaire, C'est pas et en une même temps, question de vous présence. voulez supprimer
supprimer des postes à l'éducation nationale? C'est d'abord, je propose d'augmenter un peu le temps de travail, je vous rappelle, ce qui permettra d'avoir des temps de présence plus importants. Ensuite, il n'y a pas besoin de plus de monde à l'école primaire. Enfin, la question de l'autorité n'est pas liée au nombre de personnes. La question de l'autorité, elle est liée au programme. Moi, je propose qu'on avance l'âge de l'école primaire à 5 ans d'abord, pour qu'on. Jusqu'à quel âge l'école obligatoire pour vous? Je change pas l'âge de l'école obligatoire, mais je voudrais avancer à 5 ans pour qu'on ait 1 an de plus pour apprendre notamment les fondamentaux. Je veux une école primaire qui soit concentrée sur les fondamentaux, c'est-à-dire sur l'apprentissage du français, de la lecture, de l'écriture, du calcul, et sur la transmission de l'autorité, du respect. Je propose même un uniforme à l'école primaire, parce que je pense que les symboles, ça compte. On parle du voile toute la journée. Donc oui à l'uniforme, à l'école primaire. Oui, un uniforme qui soit choisi par les écoles, et qui soit pas. Il ne s'agit pas d'imposer à tous les Français la même tenue, mais les symboles, c'est très important. La question du service militaire, elle doit se poser par rapport à la défense nationale, par rapport aux exigences de la sécurité nationale. Et comme on peut pas avoir une armée d'1 million d'hommes dans notre pays aujourd'hui, le rétablissement du service militaire tel qu'on l'a connu dans le passé n'est pas une option possible. Alors après, on peut étudier d'autres options de service civil si on veut que les jeunes donnent une partie de leur temps pour la collectivité nationale, mais un service militaire à l'ancienne, c'est une nostalgie et ça ne peut pas être mis en service. On va écouter Smaïl à présent. Smaïl qui est conseiller en gestion de patrimoine. Il a 38 ans, il habite à Villers-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Smaïl. Bonjour Thomas, bonjour Monsieur Fillon. Bonjour. Ma question concerne en particulier la théorie du genre. On remarque que les groupes de pression et les lobbies en France ont réussi à intervenir auprès du pape pour que celui-ci se prononce sur la question. J'aurais aimé savoir quelles étaient vos intentions pour contrer d'abord ces lobbies concernant cette théorie en particulier et les polémistes mal intentionnés aujourd'hui en France en général. Je préférerais surtout contrer la théorie du genre plutôt que de m'attaquer à tel ou tel lobbyiste qui sont peut-être excessifs dans leur expression, mais enfin qui n'ont pas inventé le débat qui a été mis sur la table par Monsieur Peillon. Les textes sont sur la table, les discours sont sur la table. Pour vous, elle existe la théorie du genre? Je dis pas que l'éducation nationale en a fait un axe de ses programmes. Je dis que la tentation est forte, que le ministre Peillon l'avait carrément annoncé, et qu'aujourd'hui, si le gouvernement a reculé, je pense que c'est en particulier sous la pression, non pas de groupes de pression, mais de l'opinion publique en général. Voilà, il y a une immense majorité des familles françaises, qui sont absolument pas catholiques, qui pensent que l'éducation nationale doit s'arrêter à l'entrée de la famille et du domicile, quoi. Que l'éducation nationale doit transmettre des compétences. Vous l'avez lu dans les manuels scolaires, la théorie du genre? Non, j'ai pas dit ça. Je viens de dire que le gouvernement avait sans doute reculé devant la pression. J'ai simplement lu que le ministre de l'Éducation nationale précédent avait voulu le faire et que le ministre actuel passe beaucoup de temps à ouvrir des débats sur des sujets qui sont pas fondamentaux, alors que l'école est en échec. Voilà. Le vrai sujet, c'est celui-là. Moi, c'est le seul qui m'intéresse. Il y a 2 millions de jeunes Français qui sont pas à l'école et qui sont pas en formation et qui, pour beaucoup d'entre eux, sont illettrés et qu'il va falloir trouver le moyen de réinsérer dans la société. Ça doit être la priorité de l'école, ça devrait être la seule, on ne devrait pas avoir d'autres débats que celui-là. Question de Romain sur Europe1.fr. Que pensez-vous de l'ouverture d'une salle de shoot à Paris? Elle est prévue cette semaine, on en parlait dans le journal de 8h. Je m'y étais opposé au moment où le débat a eu lieu. Je suis contre l'ouverture de salles de shoot. Je vois bien les argumentations sur la santé, sur l'ordre public, mais je pense que toutes les concessions qui sont faites au fond au développement de la drogue sont des concessions dont les conséquences sont désastreuses. Maurice est retraité, il a 80 ans, il nous appelle de Vannes dans le Morbihan. Bonjour Maurice. Oui, bonjour Monsieur Soto, bonjour Monsieur Fillon. Bonjour. Dont j'admire votre courage et votre obstination. Ma question est la suivante. Je crois que vous l'avez déjà évoquée et je sais qu'elle n'est pas facile à traiter. Est-ce que vous envisagez la réduction du nombre des députés? C'est une question qui est souvent évoquée par beaucoup de Français. Et non seulement le nombre des députés, mais les sous-préfectures qui n'apportent absolument rien sur le plan économique. Enfin, le nombre de mandats. Pour un député, 3 mandats, mais pas plus.
Alors, moi, je propose la réduction du nombre des députés et des sénateurs. Et je propose de faire voter cette réduction dans un référendum en septembre, que j'ai déjà évoqué au début de cette émission, puisque j'envisage de poser 2 questions. Une question sur l'égalité des régimes sociaux, une question sur la réduction des nombres des parlementaires. Mais pas pour des raisons démagogiques. C'est pas pour... le Parlement est nécessaire. Quand on entend certains discours, on pense que certains Français voudraient la disparition complètement du régime parlementaire, c'est-à-dire qu'on serait dans un régime autoritaire, dictatorial ou totalement bureaucratique. Donc moi je propose cette réduction pour rénover le Parlement, pour le moderniser, pour lui donner des moyens de fonctionner et de travailler qui soient des moyens modernes. Je suis pour la fusion des départements et des régions et j'avais proposé depuis très longtemps qu'il y ait un élu unique qu'on appelait le conseiller territorial qui permette d'organiser cette fusion. Je suis d'accord avec l'idée que la carte administrative doit être révisée. En revanche, je suis pas favorable à la réduction du nombre, enfin à imposer un nombre de mandats parlementaires parce que je pense que c'est contraire à la liberté, que c'est contraire à la démocratie. Vous ne ferez qu'un mandat si vous êtes élu comme Alain Juppé? J'ai toujours dit qu'un mandat, c'était mon objectif. Pourquoi ? Parce que je veux jeter toutes les forces dans la bataille, que je pense que ce sera très très difficile. Pour redresser le pays, il faut prendre un maximum de risques et il faut le faire en n'ayant aucune ambition de se représenter. Un tout petit mot, question de Déborah sur Europe 1.fr. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission Ambition Intime présentée par Karine Le Marchand hier sur M6 ? Je crois que vous participerez à la suivante. Je l'ai pas vue parce que je n'ai pas pu voir cette émission hier soir, mais j'ai participé à la suivante. Chacun sait que je suis pas un fanatique de ce genre d'émissions parce que je trouve qu'elles sont très décalées. Attendez, je l'ai faite parce que Karine Le Marchand a réussi à me convaincre de la faire et je dois reconnaître qu'elle a un certain talent pour obtenir des confessions.